Rose crosses over the fadeaway. I missed it back and kissed myself. MVP time. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'écho des parquets. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour parler une petite heure basket ensemble. Cette semaine, on va surtout parler, comme d'hab, on va parler NBA Playoff et on va revenir sur ce match Heat Pacers, sur cette série qui est toujours aussi indécise pour l'instant. On me dirait il y a que 2 matchs, mais toujours aussi indécise. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Guillaume. Salut Guillaume. Salut Antoine, salut à tous. Guillaume, qu'on retrouve sur Basket Info, donc bien sûr, tu vas bien Guillaume? Bah ça va, hein. Moi j'ai Memphis Indiana en finale de conférence, donc ça va. Oui, toi ça va toujours. On a Lucas aussi qui est là, salut Lucas. Salut. Lucas, t'es aussi enthousiaste toi à l'idée d'avoir Indiana et Memphis en finale ou... Beaucoup moins, non. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Nico est là aussi, salut Nico. Bah salut. Ça va Nico? Comme Lucas, je fais un sitting si Memphis Indiana arrive en finale. Oui, toi aussi t'es moins enthousiaste à l'idée de voir Indiana et Memphis en finale? Non, mais il y a beaucoup de gens qui font des grèves pour un oui, pour un non. Là, je crois que c'est le moment, là. Là, c'est le moment, effectivement. Mais je pense que David Stern est de ton avis. Hein. Alors aujourd'hui, les gars, ensemble, on va parler donc du Heat et des Pacers. Donc je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y aura aussi la question des auditeurs tout à l'heure. Et il y a de très bonnes questions aujourd'hui, je vous le dis. Je pense qu'on va faire un petit bout de chemin là-dessus. Et puis, avant de passer à la suite, avant de commencer l'émission, on va juste dire un petit mot à Ludovic Batti. Je pense que vous avez tous entendu là cette semaine la nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter déjà de se remettre tranquillement et on peut lui citer de participer, je sais pas moi, de participer à une émission de radio par exemple, qui serait plutôt bien avec 4 personnes comme en ce moment là, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Et bah écoute Ludo, si tu... Je sens que je vais me faire virer bientôt. Oui. non mais si tu nous écoutes Ludo, pas de problème, tu deviens chroniqueur quand tu veux, il y a aucun souci. Bon, on va repasser à des choses un peu plus amusantes. On va repartir sur les Pacers. Donc d'un coup, forcément. Ah bah non, alors c'est pas amusant ça. si, je te rassure, on va retrouver le sourire avec ça. Si vous êtes prêts, les gars, on commence tout de suite. On est parti. On est parti. Allez, jingle. Y'all gonna make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. I missed it back and kissed myself. MVP time. Donc la question des auditeurs avec une première question de Tyson Jennings 29. Alors ça on peut pas l'inventer. Dwight Howard ferait-il une bonne pioche pour les Rockets? Messieurs, alors là Dwight Howard une bonne pioche pour les Rockets. Déjà on peut rappeler déjà qu'il est pas parti des Lakers encore. Déjà bon on en avait déjà parlé, mais est-ce que vous le voyez partir des Lakers? Attends, si je peux me permettre de m'exprimer en premier. Permets-toi. J'ai juste que moi j'ai dit que depuis le début de l'année que c'est pas du tout une équipe faite pour lui, les Lakers, c'est pas du tout les bonnes conditions, donc je le voyais partir. Et je vais aussi me faire plaisir en disant que si Howard va aux Rockets cet été, oui. Moi je l'aurais annoncé il y a déjà plusieurs mois, donc je serais à ce moment-là assez content de moi, mais je vais attendre un peu avant d'avoir la grosse tête. Mais alors sportivement, est-ce que tu penses que c'est une bonne pioche pour les Rockets? Bah oui, complètement déjà pour les Rockets parce que ils auraient le deuxième énorme joueur à côté de d'Harden pour vraiment avoir une équipe très très compétitive et espérer aller très loin. Et pour Ward aussi qui retrouverait déjà une ambiance un peu plus bon enfant, un rôle un peu plus centré sur ce qu'il fait plus que sur ce star potentiel qu'on attend de lui, un jeu enthousiasme avec des joueurs qui ont l'air tout sympathiques et de s'amuser ensemble. Je veux dire, on sent qu'il y a une espèce d'appel de cette équipe pour lui. Oui, et puis on pense que médiatiquement, effectivement, pour lui, ça peut être un peu moins exposé, ça peut peut-être lui convenir un peu plus. Oui, puis il y aura pas Kobe, quoi. Ça va toujours lui faire plaisir, ça. Voilà, c'est quelque chose qui est non négligeable aussi. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça pour les Rockets? C'est une bonne pioche ou quoi? Bah oui, je pense que ça serait une super pioche puisque comme l'a dit Nico, c'est une équipe en construction. Ils ont ajouté donc la première pierre, la fondation qui est James Harden. Clairement, ça les ferait passer un palier que de recevoir Dwight Howard l'été prochain. Là, ils ont fait un premier tour des playoffs avec Dwight Howard et James Harden. Je pense que ça peut clairement viser pourquoi pas les finales de conférence. Et puis il faut aussi souligner qu'aux Lakers, il avait toujours eu ces petits soucis de santé.
s'il va à Houston, on peut quand même espérer que il va retrouver son niveau d'Orlando. Et Lucas, est-ce que tu imagines une raquette composée de Dwight Howard, Omer Asik, Patterson et Tutti Quanti? Patterson, tu peux l'oublier. hein. Il Non, a mais- Sacramento. Aux Kings. Ouais, ben je. Il a- Passons vite, Lucas, réponds vite. Non, mais du coup, Attends, vite, vite, Howard et, attends. Howard et Azik, c'est quand même très peu complémentaire. C'est deux joueurs. On peut reprendre tranquillement, les gars. Non, justement, non, vas-y. Non, mais T'assumes pas ta vanne. il y a pas le feu, on peut reprendre tranquillement. Justement, Lucas, est-ce que tu penses qu'une raquette composée de, pardon. Justement, Lucas, est-ce que tu penses qu'une raquette composée de Omer Asik et Dwight Howard, ça peut être intéressant pour les Rockets? Intéressant, oui, parce que ce sont deux très bons joueurs, mais après, c'est deux joueurs qui pourront de toute façon pas jouer ensemble. Les deux sont vraiment des purs pivots qui ont à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts et surtout le même champ d'action. Donc a priori, si Howard vient aux Rockets, je pense que ça serait peut-être dans le cadre d'un sign and trade où les Rockets enverraient Azik à Los Angeles, parce que Azik, même s'il a fait une bonne saison cette année et qu'il a confirmé les espoirs que les Rockets lui portaient, il a quand même une 3e année de contrat qui tourne à 15 millions. Donc à mon avis, pour les Rockets, ça va pas être très intéressant de le garder à ce prix-là. Si jamais il récupère Howard, je pense que Azik, lui, va partir, parce que les deux sont vraiment pas complémentaires. En D'accord. revanche, Je pense- ouais, je des pense- forts, il y en a beaucoup à Houston, donc ça, ils auront pas de problème pour faire le reste d'une raquette. Donc Asik pourrait pas être le backup de Ward. Tu penses pas? Bah, pas à ce prix-là, en tout cas, quoi. Vu le salaire que Azik touche, c'est beaucoup trop cher pour être un backup, quoi. Et sur ce qu'il a montré cette saison, il a vraiment les qualités d'un titulaire, donc ça serait dommage de l'utiliser simplement en backup. On a vu ça quand Gortat a quitté Orlando, il est devenu un titulaire très solide alors qu'il était resté dans l'ombre de Howard pendant tout le début de sa carrière. C'est complètement. Puis Houston a plutôt intérêt à se servir de la cote d'Asik pour justement attirer d'autres bons joueurs pour finir de compléter l'équipe. Tout l'intérêt de Houston à avoir Howard, c'est aussi d'utiliser Asik dans un transfert aussi. C'est vrai. Bon, alors on en parle, mais finalement, bon, c'est pas fait encore. Vous pensez qu'un sign and trade est possible avec les Lakers pour ça ou? Pourquoi pas, mais ce qui me paraît être peut-être pas une évidence, mais quelque chose de le plus intéressant, c'est que je pense que Houston est la meilleure destination pour Dwight Howard par rapport à Dallas et même aux Lakers. Du coup, je pense qu'à partir de là, c'est ça qui va être le déclencheur. C'est vraiment Howard qui va décider. Après, dans la manière de faire, ça, ils vont s'arranger. Mais si Howard veut signer à Houston, et je pense qu'il voudra parce que ça me paraît être la meilleure destination possible pour lui, ça se fera. Oui, parce que concrètement, là, il est free agent libre. Il fait ce qu'il veut, quoi. S'il veut signer Donc, à Strasbourg, il le fait, hein. Voilà. Bon bah, Alexis Aginsa, tu as du souci à te faire. Un sign and trade. Non, sérieusement. Non, c'est vrai. Par contre, Nico, c'est vrai que c'est la meilleure destination au niveau sportif, on va dire, puisque c'est quand même Houston qui propose le plus beau plan de jeu pour le futur. Mais je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer la piste Atlanta également. Oh, Puisque si, les je Hawks, pense qu'il faut la sous-estimer cette piste. Ah non, les Hawks sont quand même vachement chauds et puis il est de Atlanta lui, il me semble, je crois. Ouais, mais honnêtement, je pense que tu peux l'oublier cette piste. Ouais, non mais voilà, tout ça pour dire que c'est devenu Houston la piste la plus probable, alors que il y a quelques mois, faut se souvenir qu'on parlait encore de Brooklyn ou de Boston ou quoi, et maintenant ces pistes sont vraiment, je pense, sont fermées quoi, et puis Houston apparaît comme le favori clairement quoi. Mais lui, il l'a dit, hein, je crois, hein, qu'il allait choisir entre les Lakers et Houston. Hein, j'ai lu ça cette semaine. Je crois que c'est lui-même l'a dit. Honnêtement, Guillaume, je pense que tu peux vraiment oublier cette piste d'Atlanta. Ne donne pas de faux espoirs aux si peu de fans qui restent à Atlanta, s'il te plaît. Dis-leur la vérité, tu ne peux pas leur mentir. Dwight Howard n'ira pas là-bas. Attends, je vais alors remplir un peu d'espoir encore ces fans d'Atlanta, sûrement faussement et ignoblement. Mais je crois qu'Atlanta a la possibilité d'avoir à la fois Dwight Howard et Chris Paul, du moins la possibilité salariale. Ouais, d'accord, ok, oui, toute une, oui, ok, une possibilité. On peut lancer un gros délire si pour les fans d'Atlanta s'ils nous écoutent. Oui, alors les fans d'Atlanta, si vous êtes nombreux à nous écouter, sachez que certains ici croient en vous encore. Bon, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier toutes ces pistes là. On va passer à la question suivante. Alors, tout simplement, la question suivante, je vous la pose. Tonton David qui pose la question. Tonton David, Cleveland doit-il échanger son premier choix de draft? Alors là, c'est tout un programme. Cleveland, donc, qui a hérité du premier choix de draft, déjà, on va le dire cette semaine. Devant Orlando, je crois, c'est ça?
C'est ça. Oui, Orlando. Voilà. Et après, Washington après. Washington, Charlotte et Phoenix après. Voilà. Devant Orlando, donc Cleveland qui reçoit le premier choix pour la 3e fois en une dizaine d'années. Alors messieurs, alors Cleveland doit-il échanger son premier choix de draft et surtout contre qui et pourquoi et quel intérêt de faire ça? Alors, vas-y Lucas, je t'en prie. Bah pour Cleveland, en fait, ce premier choix, c'est bien qu'il l'ait eu, mais les 2 gros prospects qui sont attendus à la première place, donc que sont Nerlens Noel et Ben McLemore, jouent tous les deux à des postes sur lesquels ils sont déjà fournis en fait. Ils ont drafté Dion Waiters avec leur choix de draft l'an dernier qui était haut placé, donc a priori ils vont le garder. Ils ont Varejao dans la raquette, donc ils n'ont pas forcément besoin de Noël, surtout si c'est pour le mettre à côté de Thompson qui lui aussi est très mauvais en attaque. Donc par contre effectivement ils ont des besoins à l'aile. Et avec leur premier choix de draft, ça pourrait être intéressant pour eux d'échanger ce choix contre un ailier. Moi, pour revenir sur le débat de la semaine dernière, par rapport à ça, je pense que ça pourrait être intéressant de l'échanger contre Paul Pierce. Après, je pense pas que les Celtics seront d'accord et que Paul Pierce sera d'accord. Mais ils peuvent essayer de démarcher plusieurs équipes avec ce premier choix de draft pour avoir quelque chose de plus intéressant au vu de leur effectif. Après, le truc, c'est que je pense ils peuvent proposer leur premier choix de draft, mais ils auront du mal à avoir grand chose en retour, enfin, du moins autant que ce qu'ils espèrent. Parce que justement, ce premier choix de draft est pas exceptionnel et solide, mais sans plus. Et je pense que ce que veut vraiment Cleveland et ce contre quoi ils échangeront sont contre quelque chose qui est pas loin d'être une star ou un joueur quasi all-star, un vrai pilier. Et ça, je crains qu'ils ne puissent pas l'avoir avec ça. Donc, Oui, parce que avec ce premier choix de draft justement, donc d'une draft qui est un peu bancale, est-ce que Cleveland a les moyens de se renforcer dans cette draft justement, ou est-ce que Cleveland oui doit l'échanger, mais on sait que de toute façon ne l'échangeront pas contre un joueur pilier de son équipe de toute façon, puisque vu la entre guillemets la pauvreté de cette draft, est-ce que vraiment Cleveland a les moyens d'en faire quelque chose de ce premier choix au final vraiment concrètement? Bah, c'est-à-dire que avant donc la loterie, on se disait tous que le parfait choix pour Cleveland, ça pourrait être Otto Porter, qui est donc l'ailier de Georgetown, et justement c'était pile le poste que Cleveland avait personne sur ce poste en fait. Le souci, c'est qu'avec un premier choix sélectionné Otto Porter, c'est fait quand même un peu haut pour la valeur du joueur. Donc une possibilité aussi, c'est de les voir en fait échanger leur choix contre un choix un peu plus bas, mais pas trop quoi. Genre, je pense à Washington avec le 3e choix, ou le 4e choix à Charlotte, ou Phoenix le 5e, je sais pas, peu importe. Histoire, en fait, de s'assurer autoporteur, mais pas avec le premier choix, parce que ça serait quand même un peu lourd. Et puis, dans l'échange, d'échanger contre quelque chose en plus, quoi. Genre, le 3e choix plus un bon joueur contre le premier. Ça peut aussi être une belle plus-value pour Cleveland, quoi. Est-ce que Cleveland n'a pas besoin là ici d'un joueur d'expérience? Est-ce qu'on va pas essayer de l'échanger plutôt avec une équipe de bas de classement avec un joueur d'expérience? Je sais pas. Hein. Je pense à je dis un exemple tout à fait lointain, mais genre un Tayshaun Prince qui traîne par là. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que Cleveland a surtout besoin de talent en fait. Là, de mettre des très bons joueurs à côté de Kyrie Irving et commencer à devenir prometteur. Parce que là, pour l'instant, à part Irving, il y a vraiment rien de chez rien. Oui, mais est-ce que le risque, c'est pas justement que encore une fois cette année, ça soit une équipe qui soit prometteuse mais qui n'ira toujours pas en playoff? Est-ce que c'est pas ça le risque? Non, mais dans tous les cas, ça va être une équipe même pas prometteuse qui ira pas en playoff. Hein. Contraire. Parce que l'équipe de Cleveland là, en ce moment, elle est basée plutôt sur des choix de draft qui ont été faits assez haut ces 3 ou 4 dernières années. Et point. Donc cette équipe, on a l'impression qu'elle est toujours plus ou moins prometteuse finalement. Donc est-ce qu'il n'y a pas tout intérêt à quand même chercher des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà 5-6 ans dans la ligue peut-être? Ce serait le cas à mon avis si la base de jeunes qu'ils avaient était suffisamment bonne. Sauf que pour moi, à part Irving, elle est vraiment pas bonne, elle est pas viable. Oui, est-ce que des Tristan Thompson, des Dion Waiters, etc. Est-ce que c'est viable? Non, c'est pas viable. C'est pour ça que je vois pas je vois pas pourquoi il faudrait essayer de construire une équipe avec des vétérans et construire une alchimie alors qu'il n'y a même pas le talent de base nécessaire pour ça. Je pense que vraiment leur priorité c'est d'amasser un peu de talent et après essayer de construire, de rééquilibrer avec l'expérience, avec des postes, tout ça. Mais ça, je pense c'est pas leur priorité pour l'instant. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ce premier choix de draft? Est-ce que c'est un peu un cadeau empoisonné? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Disons qu'ils vont devoir s'en servir d'une manière qui ne les amènera pas aussi haut que s'ils avaient eu un premier choix de draft dans une autre draft. Donc dans tous les cas... Nico, le problème c'est que s'ils commencent à dire un peu partout qu'ils veulent l'échanger à tout prix, ce choix,
eh ben, plus personne va en vouloir Ouais, parce puis il que vaudra plus rien, il hein. aura plus de valeur. Et oui, c'est ça. On le sait ça déjà, ils ont pas besoin de le dire ou de pas le dire, hein. Ça se sait Mais- que c'est pas emballant comme Mais chose. il y a peut-être une équipe qui a besoin d'un Nerlens Noël, peut-être. Non? Non, personne n'en a besoin. Nerlens, tu peux rentrer Oui. chez toi. Merci d'être venu. Non, mais personne n'offrira autant que ce que Cleveland voudrait en échange de Noël, quoi. Ils trouveront pas un échange suffisamment intéressant pour eux pour vraiment tirer la gâchette sur cet échange-là. Bon, Ouais, après, c'est pas un cadeau, franchement. après Cleveland nous a habitués à quelques surprises ces dernières années, donc pourquoi pas encore cette année, hein. Je pense à Dion Waiters l'année dernière, personne l'attendait. Finalement, il est là, donc pourquoi pas cette année encore une surprise. Donc on verra. Ça se trouve peut-être ce ne sera même pas Noël en premier choix, hein. Non, mais on peut enchaîner les conneries si on veut. On peut en faire des choses, hein. Ah ben je pense qu'on peut enchaîner les conneries. Bon bah très bien. En tout cas sur cette question, ça reste encore un peu flou. Cleveland, en fait, on peut dire qu'ils ont tout intérêt à échanger ce premier choix contre quelque chose qui va leur rapporter une plus-value énorme, mais quoi, c'est encore le flou artistique, j'ai envie de dire. On aura l'occasion d'en reparler, je Ouais. pense, quand les pistes seront un peu plus claires, quoi. Parce que là, ça reste assez flou, ça fait même pas quelques jours. Donc, je pense que ça va se décanter dans 2 ou 3 semaines. Bon. Parce que là, effectivement, ce qui est assez amusant avec ce tirage de la loterie, c'est qu'elle n'arrange personne. Parce que tous les joueurs dont les équipes ont besoin sont en général moins bons que la hauteur de leur pic. Et puis les joueurs qui sont très, très bien placés, donc McLemore et Noël, n'intéressent pas forcément les équipes du début de la loterie. Donc à mon avis, ce qu'on va voir surtout, c'est énormément d'échanges entre les équipes, des échanges de pics à gogo. Et donc pour le moment, c'est très dur de voir parce que il y a quand même beaucoup d'échanges à venir à mon avis. Très bien. Tout le monde va essayer de Et montrer ben tout- justement, est-ce que c'est pas le moment où certaines équipes de haut de classement, donc qui ont été mises un peu à l'écart à cause de leur classement, est-ce que c'est pas le moment où ces équipes-là vont faire quelques bonnes affaires? Je pense aux Celtics, je pense aux Lakers, je pense aux équipes de haut de tableau, peut-être aux Bulls, peut-être. Est-ce que c'est pas le moment où ces équipes-là peuvent s'arranger pour obtenir des bons choix de draft? Je pense. Disons que ces équipes-là peuvent toujours tirer quelque chose d'une draft pas terrible, mais assez difficile à prévoir, et surtout avec beaucoup de profondeur. Ils ont toujours récupéré peut-être des joueurs qui étaient un peu sous-estimés ou qui étaient pas aussi cotés que leur niveau de jeu. Donc il y a tout le temps des surprises un peu comme ça. En général, c'est les équipes de milieu de tableau qui en profitent. Après, je pense que les équipes de haut de tableau vont pas lâcher des bons joueurs, même s'ils sont un peu moins forts que leur choix de draft, parce que de toute façon, c'est ça ou rien. Donc il faut quand même se raccrocher à ça, même si c'est un peu à reculons qu'ils vont les prendre. Bon, pour conclure la question, est-ce que quand même selon vous, il y a des joueurs qui valent quand même le coup cette année, qui peuvent être potentiellement des futurs stars? Il y a forcément quelques joueurs qui vous retiennent votre attention, non? Bah, il y a 4 ou 5 joueurs qui peuvent être des All-Stars potentiels dans cette draft, mais pour en revenir à Cleveland, c'est pas forcément des joueurs qui les intéressent sur ces postes-là. Je pense à McLemore et Noël, qui eux ont le potentiel pour être All-Star, d'autres joueurs longs comme Anthony Bennett ou Shabazz Muhammad, mais Anthony Bennett ou Muhammad, c'est des joueurs qui sont pas intéressants à prendre au premier pick parce qu'ils peuvent être pris beaucoup plus bas. C'est sûr Mais- qu'on imagine mal un Mohamed juste à côté de Kyrie Irving, ce serait un peu déroutant pour cette équipe. Mm. Bon bah écoutez, on verra. Tonton David, Cleveland échangera peut-être son premier choix ou pas. Ils nous ont habitués aux surprises, donc on verra la suite. J'ai une question de le RB, donc je pense que ce pseudonyme doit vouloir dire Roselyne Bachelot sûrement. Donc ça doit être Roselyne qui nous écrit, hein. Sans doute. Doit-on réformer le système des votes pour les All-NBA Teams? Quelques surprises cette semaine à l'annonce des All-NBA Teams. Je suis assez d'accord, c'est une bonne question. Le thème des votes, on peut l'expliquer actuellement, il est fait par des journalistes. Hein. Guillaume, tu m'appuies? Oui, là où Roselyne a raison, c'est que en général, on peut voir des anomalies, mais vraiment, mais aberrantes. Par exemple, on a vu J.J. Hickson recevoir un vote pour les All-NBA Teams, ou Raymond Felton, ou des joueurs comme ça. Alors, et justement, explique-nous comment c'est possible que J.J. Hickson ou Raymond Felton reçoivent des votes pour ces teams. Hein. Bah, disons que je pense que c'est quand même des journalistes, donc ils ont quand même une conscience professionnelle, il y a un minimum. Mais au bout d'un moment, ils sélectionnent donc leurs 3 équipes et ils se disent, il faut que je prenne un 3e pivot. Ah ben tiens, mon équipe d'à côté, ben tiens, il y a J.J. Hickson, et ben pourquoi pas. Et c'est comme ça que l'anomalie arrive.
Voilà, Je sais ou pas ce que vous en pensez. Hein, mais... ou un journaliste du Boston Globe qui va mettre en ailier fort Brandon Bass juste en troisième team pour voilà. Oui, voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut être une bonne chose que de faire voter les joueurs et les coachs. Voilà. Après, Donc, le truc, c'est que quand les équipes des défenseurs sont sorties, on a dit justement que ça serait mieux de faire voter les journalistes parce que les coachs avaient élu des joueurs qui n'étaient pas forcément des bons défenseurs. Donc après c'est à voir. On trouvera, je pense, toujours quelque chose à redire, que ça soit les joueurs ou les coachs. Les sélections ne seront jamais parfaites de toute façon. Donc joueurs, coachs ou journalistes, chacun a sa façon de voir les choses. Et je pense pas que changer la personne qui vote changera beaucoup la constitution des All-NBA Teams. Surtout que cette année, globalement, tous les joueurs ont mérité leur place. On peut pas dire qu'il y a un joueur qui était dans une All-NBA Team qui a fait une saison en dessous de ce statut-là. Non, alors Black Griffin, quand même. Oui, alors le souci s'est posé. Alors en France, le souci s'est posé pour la question de Tony Parker, qui s'est retrouvé dans la second team à la place de Chris Paul qui était dans la première. Est-ce que déjà, pour commencer, est-ce que pour vous ça a été vraiment une aberration ou pas du tout? Pas tant que ça, parce que quand même Chris Paul a fait une grosse année, et pendant tout le gros début de saison des Clippers, on le voyait vraiment lutter pour le titre de MVP. Après, ça a un peu chuté, mais mine de rien, quand on regarde cette équipe des Clippers qui était pas si bonne que ça, c'est lui qui a tenu la baraque et qui l'a quand même mené assez haut. Oui, puis je crois qu'à une époque, Chris Paul a été blessé et la baraque a beaucoup moins tenu la route en fait. Oui, donc je pense que Chris Paul, c'est dur de lui nier quand même cette première All-Star Team quoi. Même si effectivement le duel avec lui et Tony Parker a dû être rude, mais alors je sais pas trop si normalement c'est possible. Hein. Moi j'aurais plutôt pris Tony Parker dans la première équipe à la place de Kobe Bryant. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je pense que beaucoup l'auraient fait. J'ai lu sur Twitter derrière cette semaine que beaucoup auraient fait ce choix-là, puisque Kobe Bryant. Après, faut remettre dans le contexte. Kobe Bryant méritait lui aussi quand même. Bon, je sais pas entre la first team et la second team, mais Kobe Bryant méritait quand même quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez, mais son début de saison, c'était quand même du 45 points par match pour un joueur qui a dépassé la trentaine depuis un petit moment. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais je sais pas. Moi, je trouvais qu'un joueur qui à côté de lui avait plein de All-Star et de MVP et qui n'arrivait pas à mener son équipe au-delà que la 8e place, bah c'était finalement pas génial, non? Ou alors attention, toi tu vas avoir des problèmes là. Hein J'ai pas peur. non, mais oui. Après, c'est vrai que concernant la saison des Lakers, on peut se poser la question à savoir si Kobe effectivement doit être dans la first team. Après, je sais pas. Après, les All-NBA Teams, ça reste des récompenses individuelles. Donc individuellement, Kobe Bryant, il a fait une très bonne saison. Effectivement, au niveau collectif, les objectifs n'ont pas été atteints par rapport aux espérances du début de saison. Mais d'un point de vue individuel, lui, il a fait une excellente saison. Et il a sans doute été le meilleur arrière de la ligue cette saison. Donc il n'y a rien d'incohérent à le voir dans la première team. Tu vois, Lucas, c'est beau ce que tu viens de dire, tu vois. Et ben, c'est pour ça que tu es là, Lucas. Et ben, moi, je dis que c'est pour ça que tu es là, Lucas. Bravo. Ça, c'est exactement la réponse que j'attendais. Pourquoi t'es pas d'accord, toi? Non, parce que l'idée, c'est qu'un joueur, le meilleur joueur est celui qui arrive à porter le plus haut son équipe. Je veux dire, sinon Monta Ellis, il serait souvent dans les premières équipes et ça, je veux jamais voir ça. Ou Kevin Love, par exemple, qui font toujours. Tu vas fort là, hein, sur Monta Ellis. Hein. Non, mais je vais le voir demain. Je m'excuse. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas juste que les Lakers ont fait 8e, c'était une équipe, on n'avait jamais vu autant de talents réunis. Après Nico, ce qu'il faut aussi savoir, c'est du coach ou c'est le problème des joueurs ou du coach ça aussi? C'est global, mais on peut pas déresponsabiliser un joueur quand cette équipe-là avec tant de talent autour de, enfin assemblés comme ça, arrive à péniblement faire cette 8e place. Je veux dire, c'est proche du scandale. Ouais, bon, et d'ailleurs qui ont empoché cette 8e place sans Kobe Bryant, faut le rappeler. Et qui ont fait 7e. Hein, 7e. Non mais on peut parler de la place en playoff, qui ont empoché cette place en playoff sans Kobe Bryant quand même. C'est la petite anecdote qu'il faut souligner. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ouais, non, je pense que je comprends ce que tu veux dire, Nico, mais s'il y a quelqu'un à aller déranger, à aller enlever du premier 5 pour Tony Parker, c'est pas Kobe Bryant, pour moi c'est Chris Paul. Mais je vais te dire quelque chose, aux États-Unis, quand ils voient Chris Paul première équipe et Tony Parker deuxième équipe, je t'avoue que je pense ça les choque pas du tout. Hein. Ah non, je pense qu'ils sont... ça ne les choquait pas du tout, mais cette année et l'année dernière, il y a quand même eu beaucoup plus de réactions, et c'est aussi parce que Tony Parker est arrivé à un bien meilleur niveau ces 2 dernières années. Donc c'est vrai que les dernières années, les journalistes américains peut-être
s'en foutaient un peu de Tony Parker, mais cette année, il y en a beaucoup qui trouvent anormal qu'il soit dans la deuxième équipe. Et puis honnêtement, franchement, quand on voit le niveau de jeu de Tony Parker dans ses playoffs, ça serait légitime quand même qu'il soit dans cette first team. Oui, mais bah, c'est basé sur la saison régulière aussi. Donc, Non, mais je suis d'accord, mais quand on voit le niveau, c'est comme pour le coach de l'année, est-ce que ça serait le même après post-saison, on n'est pas sûr. Oui, mais c'est bien ces récompenses-là sont bien ce qu'elles sont. Elles sont des récompenses de saison régulière. Et effectivement, les playoffs, c'est comme si c'était une autre saison ou complètement autre chose qui commençait. Et là, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de récompense pour ces playoffs-là parce que, justement, les playoffs, c'est une bataille et la seule récompense, la seule vraie qui vaille, c'est le titre, en fait. Et c'est pas inintéressant d'éliminer tous ces petites récompenses consolatrices ou individualistes, tout ce que vous voulez, pour se focaliser sur le seul truc qui intéresse vraiment les gens, c'est le titre. Bah, tu vois, Nico, c'est pour ça aussi que t'es là. Ça, c'est beau. Ah non, c'est ça, s'il y a vraiment quelque chose à réformer dans les NBA Teams, ça sera le moment où elles sortent, quoi. Plutôt qu'elles sortent à la fin de la saison régulière, plutôt qu'au moment des finales de conférence, Oui. ça serait beaucoup plus D'ailleurs, logique. ça repose la question, on va juste rapidement là-dessus, ça repose la question, comme pour les awards, est-ce que finalement c'est pas à la fin de la saison, après le titre, qu'il faudrait remettre toutes ces récompenses? Bah après, je pense que ça serait trop biaisé par les playoffs, et comme Nicolas dit, la seule récompense des playoffs, c'est le titre. Par exemple, là, Stephen Curry, je pense que il aurait pu gagner beaucoup de place si ça avait été annoncé à la fin des playoffs. Et éventuellement, dans le cas où, mettons que ça soit Indiana qui aurait été champion, peut-être que Paul George aurait été dans la première équipe. Oh, le rêve. Ça, voilà, moi, c'est une récompense de saison régulière, et je pense que c'est bien que ça le reste comme ça. Après, moi, si j'ai vraiment un reproche à faire, c'est que j'aimerais bien que les équipes soient construites sans forcément tenir compte du poste, mais seulement au nombre de votes qu'ont eu les joueurs. Ça, je vois Brook Lopez, il a eu 132 voix, je crois, c'est plus que Blake Griffin qui est dans la deuxième équipe, et c'est plus que deux joueurs qui sont dans la troisième. Pour les équipes des rookies, en général, on ne tient pas compte des places, et par contre là, pour les NBA Teams, on le fait. Il y a des joueurs qui au final ont beaucoup de voix et qui sont pas dans les équipes. Je trouve ça un peu dommage. Je suis d'accord aussi, mais le principe est clair. C'est le 5 entre guillemets le 5 de l'année. Donc un 5, c'est composé d'un meneur, d'un arrière, d'un ailier fort, d'un pivot, ouais, tout simplement. Mais après, je suis d'accord avec toi. Le nombre de joueurs. Après, ça serait dommage de se retrouver avec une All NBA First Team composée de Dwight Howard, Brook Lopez. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois. Mais c'est vrai que c'est pas faux. Hein, c'est dommage pour ces joueurs qui reçoivent plus de votes. C'est vrai que Brook Lopez peut l'avoir mauvaise là-dessus. Je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que cette notion de poste, elle sert aussi pas mal à magouiller les équipes. Quand on a vu ça pour les équipes défensives, où on a dit Marc Gasol est dans la deuxième, c'est scandaleux, etc. Mais logiquement, Marc Gasol, il y est même pas dans la deuxième. Parce qu'il y a Larry Sanders qui a eu plus de voix que lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a considéré que Larry Sanders était un ailier fort, alors qu'il a joué pivot toute la saison pour pouvoir mettre Marc Gasol dans la deuxième. Oui, bon alors, est-ce que c'est normal ça, qu'un contreur ait plus de votes que le vrai défenseur de l'année, qui est quand Après, même le problème, il est pas là, il a eu plus de voix et finalement il finit derrière. Oui, je suis d'accord là-dessus, puis ça ramène au premier débat, quoi. On posera la question à Serge Ibaka la prochaine fois qu'on l'aura au téléphone, d'accord? Bon, sur ce, on va faire la dernière question. Camille me pose une question, et on va y aller rapide les gars là-dessus parce qu'on a encore du boulot derrière. Que pouvez-vous tirer comme bilan de la série Memphis Spurs à l'heure actuelle? Voilà, Memphis Spurs à l'heure actuelle, au moment où on enregistre l'émission, c'est 2-0 pour les Spurs. Prochain match ce soir, dans quelques heures. 2-0 pour les Spurs, c'était mérité, oui. On a regardé les matchs, les gars, c'était mérité ça quand même, ce 2-0 pour les Spurs. Mérité. Je crois que c'est intéressant de voir parce qu'en fait c'est deux équipes qui ont toutes les deux une très grosse défense. Et la différence se fait sur la capacité de chacune à se trouver des tirs ouverts et des paniers en fait. Donc à défense égale, c'est l'attaque qui prime, et en l'occurrence notamment les systèmes de jeu de San Antonio qui font la différence, et c'est assez intéressant à voir que, alors que là on dit que c'est effectivement la défense qui fait gagner des titres et des matchs, là c'est à défense égale, il faut sortir l'attaque, et à San Antonio et à ce petit jeu là est beaucoup plus fort que Memphis. Non, alors Guillaume, même avec alors attends Guillaume, tu vas répondre, même avec Quincy Pondexter, Guillaume. Non mais voilà, chers auditeurs, vous savez depuis des semaines qu'on vous l'annonce, Quincy Pondexter. Non, Nico, là où je suis pas d'accord, c'est que je pense que Memphis a été pris à la gorge. Tu sais, ils ont dû être impressionnés par, ils sont en finale de conférence et tout, ils sont pas rentrés tout de suite dans le bain, à la différence de San Antonio. Demandons à Zach Randolph. Ouais, voilà, par exemple. Non mais c'est tout à fait ça. Et défensivement, c'est pareil. Ils ont vraiment pas été au niveau qu'on les connaît, et ils ont commencé en fait à développer leur jeu en attaque qu'à partir de la deuxième mi-temps du deuxième match.
Et donc la clé, là, tu vas encore me dire que je parle de Quincy Pondexter, mais la clé, ça a été que Lionel Hollins a fait rentrer Jerry Bayless et Quincy Pondexter, c'est-à-dire que tu te retrouves avec 5 vrais shooters, 5 vrais scoreurs sur le terrain, plutôt qu'avec des Tayshaun Prince et Tony Allen qui en touchaient pas une, et ce qui permettait aux Spurs de jouer en fait à 5 contre 3. Donc je pense ça a été un bon ajustement. Je crois que Prince va être remplacé par Pondexter justement. On verra ce qui se passe pour la suite, mais Memphis a encore ses chances, oui. Mais tu peux pas baser non plus sur cette deuxième partie de match, parce que San Antonio non plus, c'était pas le vrai San Antonio à partir du moment où ils avaient 20 points d'avance. Forcément, ils ont un peu déjoué, ils étaient plus aussi concentrés, plus aussi performants. Donc le retour de Memphis n'est pas non plus significatif de leur vrai niveau face à San Antonio. D'ailleurs, San Antonio qui avait eu un peu la même histoire contre Golden State, à un moment donné, ils arrivaient souvent à prendre des points d'avance et ils se faisaient remonter. Là, c'est un peu la même chose. Donc on peut pas dire non plus que Memphis, que le vrai duel Memphis-San Antonio, ça a été pendant cette deuxième mi-temps où Non, je te parle pas du vrai duel, je te parle du vrai Memphis. On l'a vu que sur une mi-temps. Sur les 12 sur 4, on l'a vu que sur une. Oui, mais on l'a vu face à un San Antonio un peu désintéressé. Bon, ça, tu oui. C'est ce San Antonio désintéressé qui a pas aussi permis à Memphis de développer son jeu. Bah, ça, c'est... Est-ce que Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que quand Memphis a réussi à revenir contre San Antonio, c'est surtout grâce à leur défense. En fait, San Antonio, ils mettent que 9 points dans le dernier quart du match où il y a prolongation. Et ça, justement, c'est pas en faisant jouer, en mettant une équipe plus offensive avec Bayless, non, c'est en mettant vraiment tout ce bloc équipe défensif qui fait la force de Memphis. Parce que Lionel Hollins, je trouve que c'est un coach qui a effectivement est très bon pour gérer un groupe et mettre en place un projet de jeu. Par contre, quand il doit s'adapter à son adversaire, c'est beaucoup plus difficile. Là, la clé pour Memphis, c'est de réussir à imposer son jeu et à ce que tout se joue sur la défense. Parce que comme Nicolas dit, en attaque, ils sont largement inférieurs aux Spurs. Donc mieux ils défendront et plus ça sera simple pour eux. Parce que de toute façon, là, ils avaient eu des grosses difficultés à partir du moment où Mike Conley était sur le banc. Quand Conley est pas sur le terrain, ça manque cruellement de fluidité, le jeu offensif de Memphis. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Donc pour eux, voilà, il faut vraiment qu'ils défendent le fer. Et s'ils se relâchent trop en défense, ils vont perdre tous les matchs. Il faut qu'ils soient intenses du début à la fin. Et le problème, c'est qu'effectivement, moi, Prince, je pense que le problème, c'est pas qu'en attaque, il soit un peu absent, c'est qu'en défense, voilà, il soit parfois un peu emprunté. Je trouve qu'il manque de concentration et c'est un peu dommage parce qu'à la base, ils l'ont pris pour ça, pour être un super défenseur et un vétéran avec l'expérience des playoffs, etc. Et là, il me déçoit beaucoup sur le début de cette finale de conférence. Justement, tu l'as souligné à demi-mot là. Est-ce que Lionel Hollins, est-ce que le vrai duel se passe entre Popovich et Lionel Hollins actuellement? Après, c'est dur à dire, quoi, parce que pour le moment, il n'y a pas eu vraiment de réaction par rapport à ce que les deux équipes ont proposé. Après, je sais pas si c'est dû à l'incapacité de réagir par rapport au jeu proposé, mais d'un autre côté, chaque équipe essaye d'imposer son jeu et l'a imposé tour à tour sans vraiment le modifier. Donc, il n'y a pas eu de révolution au niveau du coaching ou des ajustements. C'est juste l'équipe qui a mis le plus d'intensité, qui a réussi à prendre le dessus, et celle qui, au final, aura le mieux déroulé le jeu qu'elle sait faire. Oui, pour le moment, je pense pas que les deux coachs se soient vraiment affrontés au niveau des ajustements, mais c'est deux projets de jeu qui s'affrontent, et c'est deux projets de jeu qu'on a vus au cours de toute la saison. Donc, pour le moment, je pense pas que ça soit vraiment un duel de coach, mais vraiment une confrontation entre les joueurs. Il faut dire aussi que Memphis a eu beaucoup de mal, et a beaucoup de mal à défendre le pick and roll de San Antonio qui est vraiment une grosse part de leur plan de jeu. Et on se souvient que Memphis avait aussi eu beaucoup de mal à défendre ce pick and roll contre les Clippers. Donc franchement, je pense que si San Antonio doit creuser quelque part, je pense que c'est là-dedans, quoi. Continuer à mettre en jambe Tony Parker, Tim Duncan, trouver des shooters en deuxième option. C'est vraiment le plan de jeu de Popovich et il faut vraiment continuer là-dedans. Oui, en gros, de toute façon, San Antonio doit continuer à jouer comme il le fait actuellement pour passer entre guillemets haut la main, quoi. De toute façon, la plus grande force de San Antonio actuellement, c'est Tony Parker. Donc je vois pas pourquoi il n'insisterait pas avec lui. En tout cas, on va pouvoir conclure là-dessus. On le rappelle, le troisième match aura lieu ce soir. Alors Memphis qui reste invaincu à domicile dans les playoffs, va-t-il conserver son invincibilité ou laisser le 3-0 qui pourrait être fatal aux Spurs? Donc on verra, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, chers auditeurs, vous le saurez avant nous, toujours. Donc voilà, on va clore la parenthèse sur la question des auditeurs et puis on va revenir tout de suite après avec le focus Indiana Pacers Miami Heat, finale de conférence. À tout de suite. Rose crosses over the fadeaway. Et nous voici de retour donc pour le petit focus là sur la série entre
le Miami Heat et les Indiana Pacers, bien sûr, cette première série donc entre les deux équipes pour la finale de conférence. Les gars, on va en parler en long, en large et en travers. Bon, la série à l'heure actuelle est à 1 partout. Donc Indiana a su récupérer l'avantage du terrain donc dans le match 2 en gagnant contre Miami. Et jusqu'ici, on peut s'apercevoir bien sûr que c'est une véritable série très très disputée puisque chaque match s'est gagné complètement en fin de match. Les deux équipes étant toujours en chasse l'une de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que Indiana cette année est vraiment un poil à gratter pour Miami qui doit le prendre au sérieux? Ça fait combien de temps qu'on le dit ça? Ouais, non mais Que toi tu le dis. Que moi je. oui, non, mais... que toi tu le dis. Non mais est-ce que Miami doit vraiment commencer à prendre Indiana complètement au sérieux avant de sombrer en fait Ben, là où Miami doit commencer à se reconcentrer, c'est que Indiana possède ses forces pile sur les faiblesses de Miami, c'est-à-dire le secteur intérieur. Premier match, on a vu un grand David West. Deuxième match, on a vu un grand Roy Hibbert. Ça peut vraiment être la clé pour Indiana s'il continue à jouer là-dessus. Et Miami ne possède pas les armes pour contrer ça en fait finalement. Ils ont pas assez d'intérieur, ne serait-ce qui ont la taille nécessaire pour contrer ça. Donc Miami, oui, il va falloir trouver d'autres solutions. C'est tout à fait vrai, mais ça on le savait, ça Miami est en train de se faire pilonner à l'intérieur et on savait que c'était un match-up très important. Mais justement, sachant cela, Miami aurait dû élever son niveau de jeu sur les autres secteurs, là où justement elle est en supériorité. Et c'est pas du tout ce qu'ils font. Là, je trouve que Miami est assez en train de déjouer et de pas être très sérieux, j'ai l'impression. Ils défendent pas aussi dur qu'ils le devraient, pas avec autant d'énergie, pas avec autant de vitesse, parce que justement leur avantage de vitesse sur les ailes devrait leur permettre de bloquer un peu les lignes de passe et de vraiment perturber le jeu d'Indiana, et c'est pas du tout le cas. Et puis surtout, on a un peu l'impression qu'ils se focalisent un peu trop sur LeBron James, quoi, qui le regarde un peu faire son truc tout seul, sans trop l'aider. Ils n'arrivent pas à développer un jeu collectif, alors que face à une très bonne défense comme Indiana, c'est au minimum ce qu'il faudrait faire. Mais alors juste pour rappel, à l'heure actuelle, en étant défaitiste pour Miami, si LeBron James n'avait pas marqué ce dernier panier à 2 secondes de la fin, Indiana mènerait 2-0 à l'heure actuelle. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Miami? Est-ce qu'il y a une vraie raison de s'inquiéter? Ou est-ce que vous pensez à l'inverse que Miami va continuer va reprendre le dessus et redérouler un basket comme il a déroulé pendant les 2 premiers tours? Bah, dès que Miami se sort les doigts du nez, c'est bon, il devrait passer, hein, mais encore faut-il qu'il le fasse, hein. J'ai été content d'entendre nez. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que Miami, on a l'impression qu'ils jouent ça un peu comme si c'était un premier tour, quoi. Voilà, les joueurs sont pas forcément très concentrés, ça se ressent au niveau de la réussite. J'avais dit que la semaine dernière que je trouvais inquiétant que Ray Allen et Shane Battier soient mauvais au shoot. Depuis le début de la série, ils le sont à nouveau, quoi. Ils rentrent rien, et je pense que c'est un problème de concentration. Les pourcentages de Miami au lancer sur les 2 premiers matchs, c'est pareil, c'est catastrophique. Donc le problème, c'est que j'ai pas l'impression que Miami a bien pris conscience qu'ils étaient en finale de conférence et que les Pacers, c'était pas les Bucks. Donc là, à mon avis, pour Miami, le problème, il est surtout mental. J'ai l'impression qu'il y a que LeBron James qui se rend compte que oui, là, faut hausser son niveau de jeu. Notamment, ce que je trouve assez criant là-dessus aussi, c'est le niveau de jeu de Dwayne Wade. Depuis le début des playoffs, Wade, il arrive pas du tout à jouer son jeu. Quand il est en 1 contre 1, il arrive pas à passer son défenseur. Il doit prendre des tirs à mi-distance alors que c'est loin d'être là qu'il est le meilleur. Depuis le début des playoffs, il a 3 lancers tentés de moyenne, quoi, pour un joueur comme Wade, dont la force est l'attaque du panier. C'est ridicule. Donc, et je pense que c'est pas seulement du fait d'une méforme physique ou quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout un problème de concentration et d'implication. Et à part LeBron James, personne n'est dedans depuis le début de la série. Je pense qu'on l'avait dit quand même un peu la semaine dernière, après deux premiers tours assez faciles. Bon, les Bulls ont réussi à les accrocher un peu plus, mais c'était quand même assez facile Miami à dérouler. On s'attendait quand même justement à ce choc et à ce que ils soient un peu pris à la gorge et qu'ils rentrent pas dans la série tout de suite. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, là où je trouve que c'est le plus inquiétant, c'est que Miami n'a pas encore réussi à développer son jeu à 3 points. Indiana a une super défense dans le périmètre, mais Miami doit quand même, s'ils veulent être champions, bien sûr, c'est leurs ambitions, il faut quand même qu'ils arrivent à trouver des solutions et à s'appuyer plus sur le shoot à 3 points, qui est une de leurs forces.
Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Est-ce que, comme Eric Spoelstra, vous pensez que Chris Bosh est le joueur le plus important au Miami Heat pour l'instant, pour cette série? Ah, c'est une blague carambar, ça, non? Non, mais sérieusement, est-ce que Chris Bosh doit élever son niveau de jeu en force intérieure pour contrer justement Roy Hibbert et David West? Parce que à part Chris Bosh à l'intérieur pour contrer ces deux joueurs, y a pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une stratégie de Spoelstra d'essayer de, comment dire, motiver un peu plus Chris Bosh pour un peu se sacrifier son corps à la cause, hein, parce que c'est quand même un intérieur, a priori, hein, c'est un intérieur. Et après, Ouais. A priori, c'est ce qu'on pensait à une époque, hein. Et il touche toujours 15 millions, donc autant que LeBron James, hein, Ouais. a priori. C'est vrai. Du coup, il y a un moment donné, il faut que quelqu'un essaie de limiter un peu les dégâts à l'intérieur, parce que là, en ce moment, Roy Hibbert est en train de cultiver son jardin tranquillement, et on connaît Roy Hibbert, c'est un très bon joueur, mais on a vu toute l'année que il y avait largement les moyens de le faire déjouer. De le déstabiliser, ouais. Exactement. Et là, bon, c'est pas du tout le cas. Là, Roy Hibbert, il ressemble plutôt au glorieux pivot d'antan, Ewing et Mourning et compagnie, alors que c'est jamais censé être le cas. Effectivement, Bosh est peut-être, enfin, du moins, c'est lui qui a le salaire pour un peu essayer de l'embêter, quoi. Oui, on rappelle hier soir, hein, sur ce match gagné 97-93 par les Pacers, Roy Hibbert, c'est 29 points, 10 rebonds. Donc 29 points à l'intérieur pour Roy Hibbert, les gars, c'est quand même, c'est pas rien. Ouais, Quoi. puis avec un bon pourcentage, quoi. Avec un très très bon pourcentage, hein. C'est du 10 sur 15 au shoot, 9 sur 10 en plus au lancer franc, et c'est quand même 10 points au lancer franc quasiment. Donc David West exactement pareil. Bon, je pense que le secteur intérieur d'Indiana commence à faire très très mal à Miami. Là où c'est pas très juste de taper sur Chris Bosh, c'est que justement lui, je trouve qu'il a été au niveau. Bon, bien sûr, on va pas reparler de son salaire, mais par rapport à ce qu'on peut attendre de lui, il a vraiment été au niveau, je trouve. Il a réussi à mettre ses shoots, il a réussi à mettre ses 3 points. Moi là où je rejoins Lucas, c'est que j'attends plus de Dwayne Wade. Limite, j'attends plus de Dwayne Wade plutôt que de Chris Bosh, quoi. C'est ça la clé, je pense. Ouais, Dwayne Wade, hein, hier soir, hein, c'était 14 points, 6 rebonds, 5 passes. Ouais, mais tu vois, là où mais 3 lancers tentés encore, quoi. C'est ça, oui. c'est beaucoup trop peu. Il y a plus de jeu aussi agressif. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, c'est vrai que quand même, Dwayne Wade, 3 lancers tentés, David West 10, Roy Hibbert 10, donc c'est ça, et puis je pense pas qu'on puisse accabler Chris Bosh par rapport à ça, parce qu'il est pas aidé non plus, quoi. Lui, on le fait jouer pivot sur un pivot qui est plus grand que lui et qui est beaucoup plus lourd que lui, avec en plus un ailier fort de niveau All-Star à côté. Et il est tout le temps tout seul à l'intérieur, donc si on mettait Chris Bosh plus souvent avec un joueur comme Joel Anthony par exemple, je pense que ça l'aiderait beaucoup plus. Joel Anthony, c'est déjà au niveau du calibre quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de Roy Hibbert. C'est vrai que voilà, c'est pas le but non plus de Spoelstra de tomber dans du tall ball, mais je pense pas, on n'accable pas Chris Bosh, mais non, on l'a pas accablé puisqu'on a demandé si c'était pas lui le joueur. Comme je vous ai posé la question, est-ce que comme Spoelstra, vous pensez que c'est lui le joueur le plus important au Heat sur cette série? Donc là, on l'accable pas. Ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait que, vu le joueur que c'est, qu'il est censé être, on aimerait qu'il ait plus de présence dans ce secteur déficitaire justement. C'est l'amalgame entre le joueur qu'il est et son talent et le fait qu'il intervient dans le poste le plus en difficulté de Miami. C'est cette rencontre qu'on attend et qu'on n'a pas encore. Aussi bon soit Chris Bosh sur les autres aspects du jeu. Parce que le souci, c'est que justement, c'est pas son jeu. Il peut pas influencer sur l'efficacité de Roy Hibbert à l'intérieur. Comme l'a dit Lucas, il faut que Spoelstra lance dans la rotation des Joel Anthony, des Chris Andersen que j'ai pas vu assez souvent, je pense. Des joueurs comme ça. Oui, vas-y. Excuse-moi Guillaume, j'allais y venir. J'allais poser une vraie question. Est-ce que Eric Spoelstra, pour vous, coach, est-ce que c'est pas là qu'on voit les faiblesses de coaching de Eric Spoelstra? Est-ce que sa faiblesse, c'est pas d'imposer sa voix, de s'imposer et de dire je mets Joel Anthony, quoi qu'on en pense, je le mets à l'intérieur, parce que là Joel Anthony ferait beaucoup de bien dans la raquette. Est-ce que c'est ou Chris Andersen, hein, est-ce que c'est pas ça son problème de dire de prendre les choses clairement en main et de dire je mets tel joueur dans la raquette, quitte à ce que ça plaise pas, mais au moins de prendre des vraies décisions. Bah après, c'est une décision à double tranchant. S'il fait ça, il joue un peu le jeu d'Indiana, en mettant aussi 2 grands dans la peinture, alors que le jeu de Miami, ça a toujours été avec un seul grand dans la peinture et des arrières qui courent et qui shootent à 3 points autour. Donc s'il fait ça, c'est aussi peut-être un aveu de faiblesse. De dire que voilà, mon jeu finalement est plus faible que celui de mon adversaire,
je vais m'adapter, je vais faire autre chose. Ah, mais est-ce que Mais c'est pas le- ça le. Mais, est-ce que c'est mais pas ça, il l'a essayé, hein. Spoelstra l'a essayé le match dernier de faire revenir LeBron James en poste 3 avec deux vrais intérieurs. Le problème, c'est que ça a pas affecté plus que ça le jeu des Pacers et le pick and roll et le Roy Hibbert qui va dans la raquette. Ça a pas affecté plus que ça. Donc il a décidé de revenir avec un 5 sur le terrain un peu plus petit pour essayer d'obtenir. Ça n'a pas marché, puis ils ont une réussite en berne. Donc je pense que c'est vraiment un vrai problème que doit résoudre Spoelstra là. Ah, moi, je Bah pense après, c'est que pas forcément. Bah, vas-y, Nico. je me remercie. Non, la clé, c'est peut-être que, au contraire, comme disait Lucas, Indiana essaie d'imposer son jeu et y arrive. Un jeu qui ne va pas du tout à Miami. Et je me demande si ce que Miami ne devrait pas faire, c'est au contraire prendre le contre-pied et jouer sur ses forces qui sont la qualité athlétique et la vitesse et l'agressivité. Chose que l'agressivité on l'a pas encore vu, notamment en défense. Et plutôt jouer sur la vitesse sur les lignes de passe, la vitesse de rotation pour gêner tout le monde, empêcher Roy Hibbert de toucher le ballon, ne serait-ce que de toucher le ballon. Et pouvoir lancer des tas de contre-attaques. Aussi beaucoup de déplacements en attaque, tout joue sur la vitesse pour justement bouger ce bloc qui est Indiana et créer des failles et trouver des espaces et trouver du rythme aussi parce que je trouve que cette équipe joue pas avec le rythme qu'elle est censée avoir. Oui, parce que Miami, pour la petite histoire, Miami joue pas à sa défense. J'ai envie de dire entre guillemets normal. Miami joue pas à son niveau normal en défense et laisse quand même Indiana shooter à 50% et à plus de 40 à 3 points. C'est quand même pas rien de laisser son adversaire à ce niveau-là. Excuse-moi, Nico, toi tu parlais des contre-attaques et de Miami qui arrive pas à gérer son jeu. Je pense qu'il y a une raison à ça qui est assez simple, c'est au niveau du rebond défensif. Roy Hibbert au deuxième match, il prend 6 rebonds offensifs, c'est énorme. Donc à partir du moment où ils ont du mal à prendre les rebonds face au secteur intérieur d'Indiana, ça ralentit leur capacité à relancer le jeu rapidement et ça pénalise tout leur jeu. Donc je pense que de ce point de vue-là, faire rentrer quelqu'un comme Joel Anthony dans la rotation permettrait de revenir sur les bases de Miami qui sont la contre-attaque et le jeu très rapide. Cela avec simplement Chris Bosh dans la peinture, c'est trop léger, même quand il prend le rebond, le temps perdu est trop important pour permettre de lancer les attaques qu'ont fait le succès de Miami. Donc je reste persuadé qu'avec un Joel Anthony ou un Chris Andersen plus souvent dans la rotation et sur le terrain en soutien de Chris Bosh et pas seulement en remplacement de Chris Bosh, je pense que Miami aurait plus d'armes pour développer son jeu. Tiens, est-ce que vous êtes du même avis que Reggie Miller quand il dit que le meilleur système des Pacers c'est un shoot raté et Roy Hibbert au rebond offensif? Est-ce que vous êtes de cet avis-là? C'est un peu ce que vient de dire Lucas, donc vas-y. Ouais, non, mais c'est ça. Est-ce que je dis Reggie Miller, mais j'aurais pas dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec Lucas? Si, oui, parce qu'il l'a souligné en direct, Reggie Miller. C'est vrai que, mais c'est assez juste parce que quand t'as Roy Hibbert qui te prend un rebond offensif, donc sous le panier, bah, il est parfaitement placé. Limite, il tend les bras, il y est quoi. Donc il y a une belle efficacité sur ses rebonds offensifs et je dirais pas que c'est la meilleure arme d'Indiana parce que bon, c'est quand même Reggie Miller dit ça parce qu'il est à la télé et qu'il faut faire de l'audience et tout, mais oui, non, mais c'est clairement c'est quand même assez cocasse quand même. C'est significatif, oui. Sachant que Roy Hibbert a été quand même le seul joueur hier à prendre plus de rebonds offensifs que défensifs. Faut le souligner. Bah, c'est le Roy Hibbert qu'on a attendu toute la saison et qui revient au bon moment. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il est en train de justifier sa sélection All-Star? Bah, son contrat dépend, surtout. Est-ce qu'il justifie aussi parce qu'en face il n'y a pas de répondant? Ah. non, mais c'est faut le soulever ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Nico soulève le problème. Est-ce que c'est pas un manque de répondants qui fait que Roy Hibbert s'installe tranquillement? Je suis d'accord, mais il a quand même montré, il est revenu en forme depuis la première série contre Atlanta. New York, tu me diras, il n'y a pas eu non plus grand monde pour le stopper. Mais c'est vraiment un regain de forme général, quoi. Est-ce que tu peux me dire que ça aurait été exactement la même chose contre Joakim Noah? Je pense pas. Voilà. Mais Joakim Noah n'est pas là. Donc force est de constater que. Non, mais c'est juste voilà, c'est juste pour souligner que bon, on profite. Et c'est vrai que Roy Hibbert profite un peu du système de Miami, mais voilà, est-ce que Oui, puis si Indiana réussit, c'est que forcément quelqu'un est pas bon. Hein. C'est pas leur faute, Indiana. Non, mais bien sûr, non, mais je veux dire, faut faire le travail qu'il fait. Mais c'est ce qu'on veut tout à dire, son honneur aussi de profiter justement de ses faiblesses. Hein. Je veux dire, c'est son boulot en fait. Hein. c'est leur boulot. On est bien d'accord. Ce serait bête de chercher les difficultés. Au contraire, on prend ce que l'équipe en face nous donne. Et c'est de l'intelligence de savoir profiter des failles adverses. Hein.
Comme tu l'avais souligné il y a peu de temps, quand un rookie est opportuniste et profite de la chance, voilà, c'est vrai que c'est le jeu, c'est le jeu qui veut ça. Si le joueur est bon, c'est qu'aussi il sait profiter de la force de l'adversaire. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis assez d'accord. Bon, très bien, les gars, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur la suite des événements? Est-ce que selon vous, Miami va reprendre le dessus clairement, ou est-ce qu'on peut s'attendre à une série aussi disputée jusqu'à la fin, jusque peut-être même au 7e match? Ben, quand t'as un mec qui s'appelle LeBron James dans ton équipe, de toute façon, tu es toujours en course pour la qualification. Faut se souvenir l'an passé, Boston qui revenait à la maison en menant 3-2, et LeBron James qui sort ce match incroyable pour revenir à égalité et revenir à Miami pour le 7e match. Donc oui, quand t'as LeBron James, il peut toujours te sortir un match monumental, et même si Indiana n'a pas encore perdu à la maison, je serais pas étonné que Miami, s'ils arrivent à se reconcentrer et à faire le job, eh ben, ils peuvent reprendre l'avantage Alors, du terrain, c'est clair. il faut savoir que le prochain match, donc qui est dimanche soir, donc ce soir pour ceux qui nous écoutent peut-être, ou hier soir pour voilà, il faut dire que une série Indiana est sur une série d'invincibilité à domicile et Miami invincibilité à l'extérieur. Une des deux séries va s'arrêter. Laquelle selon vous pour le match 3? Je pense que Miami comme je disais, va un peu se réveiller et sortir surtout l'intensité qui a une grande force dans leur jeu, qui tient une grande importance dans leur jeu. Là, s'ils ils commencent pas à ouvrir les vannes maintenant, je sais pas quand ils le feront. Donc je pense que ils ont une forte chance, enfin une forte. Ils ont vraiment les clés pour gagner et couper la série d'Indiana. Ok. Est-ce que vous voulez dire un petit mot juste sur les joueurs qu'on n'attendait pas, enfin les joueurs qu'on n'attendait pas, entre guillemets, sur les joueurs style George Hill, Lance Stephenson ou des joueurs comme ça. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus? Bah Paul George, il faut bien admettre qu'il est impressionnant parce que tant en attaque qu'en défense, il fait plutôt du bon boulot. Et surtout, je trouve comment dire, il est bien dans le flow du jeu d'Indiana. Et il y a eu des moments donnés au cours de la saison, on avait un peu l'impression qu'il se Danny Grangerisait à essayer de se créer un peu trop ses propres tirs, à chercher un peu la difficulté. Là, je le trouve très propre en ce moment et très efficace sur les tirs qu'il prend. Et ce Paul George là est plutôt séduisant, quoi. Justement, en parlant de Danny Granger, est-ce que Paul George n'a pas complètement effacé là avec cette série Danny Granger? Est-ce qu'il a pas définitivement pris sa place et Danny Granger va aller voir ailleurs? Ah oui, là je pense que c'est clair, ouais. À la fin de la saison régulière, on se disait Paul George a fait une grosse saison, mais Danny Granger, je peux encore revenir, c'est un super shooter, super scorer, mais là je pense pas qu'il place pour Danny Granger Indiana encore. Bon, voilà un qui sera intéressant à échanger contre le premier pick de Cleveland. Exactement. On en a parlé un petit peu avant l'émission, mais Danny Granger serait une très bonne monnaie d'échange peut-être pour les Pacers, non? Oui, complètement. En plus, il a un contrat finissant, donc dans tous les cas, ça peut être intéressant. Et l'équipe qui voudra tenter d'avoir Granger prendra peut-être pas forcément un gros risque parce que c'est bon, déjà c'est un joueur qui est quand même pas mauvais à la base. Et s'il se trouve qu'il est pas bon, il partira en free agent et ils auront a priori de la place sous le salary cap. Donc ça peut être assez intéressant si cette équipe-là a pas de gros sacrifices à faire pour l'avoir. On parle de Cleveland, s'ils envoient leur premier choix de draft et peut-être Varejao, Jao, ça peut valoir le coup. D'accord. Moi j'avais une dernière question avant de conclure là-dessus. Est-ce que j'ai envie de dire un petit peu la surprise Pacers, bon même si c'est entre guillemets une surprise parce que c'est pas forcément une grosse surprise, mais est-ce que la surprise du fait qu'ils aient récupéré l'avantage du terrain, c'est pas dû à des joueurs un peu de long qu'on avait oubliés, style George Hill ou Lance Stephenson? Bah, en même temps, l'équipe d'Indiana, c'est un peu une équipe composée de joueurs de l'ombre, en étant un peu dur. C'est vraiment un collectif, c'est vraiment une grosse équipe avec des joueurs qui ont un rôle. Du coup, forcément, ils ont un impact. Et ce genre de joueurs, notamment en playoff, on voit qu'ils ressortent un peu. San Antonio sont les spécialistes de ce genre de choses. On le voit avec Kawhi Leonard ou Corey Joseph pour les fans. Mm. Et là, c'est un peu le même principe. Memphis c'est aussi ce système-là avec Quincy Pondexter qui ressort et Bayless. Et là, c'est pareil. Du coup, forcément, c'est pas si étonnant qu'on voit ces joueurs-là sortir. Même si Stephenson, faut un peu le calmer de temps en temps parce que il peut faire des bonnes choses comme il peut en faire des très très mauvaises. Ouais, c'est un peu comme Tony Allen, hein, pour faire le rapprochement. Parfois, il prend des shoots qu'il devrait pas ou des passes qu'il devrait pas. Mais ouais, c'est des joueurs de l'ombre qui, dans un système qui est fait pour marcher, en fait. C'est ça le plus important.
Bah écoutez, je crois que ça sera le mot de la fin, c'est joliment dit. Si vous avez rien à ajouter, les gars. Non, ça va, je crois qu'on a suffisamment parlé d'Indiana jusque-là. Hein. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, Guillaume, là, Indiana enregistre bien cette émission, car nous en avons parlé pour 1 an, là. Hein. Jusqu'aux prochaines finales NBA. Sache bien que s'ils sont pas au final NBA cette année, tu n'entends plus parler, c'est fini. Non, en tout cas, bon, on va refermer là-dessus. Merci à vous pour avoir été là, pour avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, on reviendra donc sur Memphis, San Antonio, hein, plus en détail. On l'a pas fait cette semaine, hein, pour les raisons que vous savez. Donc voilà. Et puis que me reste-t-il à vous souhaiter? Une très bonne semaine basket. Messieurs, pareil. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour le prochain Écho des Parquets. Allez, bonne semaine. To the rim, and it counts and the foul. LeBron James with a sensational move. All night, man. That's how long I've been on ya.